Rebonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau panel qui sera le dernier et qui va être consacré aux stratégies publicitaires avancées des plateformes OTT et aux opportunités que peut amener la publicité digitale sur ces plateformes. Donc, cette discussion va nous amener à comprendre, à analyser les modèles commerciaux qui sont mis en place par les acteurs de l'OTT, donc des modèles qui reposent en partie sur les revenus publicitaires ou exclusivement et les revenus du digital. Nous allons rentrer dans le détail des modèles de vente, du programmatique, de la régie publicitaire interne et enfin explorer les possibilités, les défis qui sont posés par l'optimisation de l'expérience utilisateur sur ces plateformes. C'est donc un beau programme qui nous attend pour 45 minutes. Si vous avez des questions au cours de la session, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour que nos intervenants ici puissent y répondre pendant ou à la fin du panel. Nous comptons aujourd'hui 3 intervenants pour nous guider dans cette exploration, pour nous permettre une meilleure compréhension du marché qui est encore en structuration et pour partager les défis auxquels ils font face. Donc, nous avons Béatrice Leroux, Chief Ad Revenues chez Molotov Advertising, Olivier Bastard, vice-président Sales EMEA chez Synamedia, et Pierre-Emmanuel Ferrand, Chief Digital Officer chez MyCanal. Donc, je vais d'abord vous demander une présentation rapide du service qui est déployé par votre entreprise et du rôle que vous y jouez pour les personnes qui nous regardent. Béatrice, je vous laisse commencer. Donc, Molotov Advertising, c'est une antenne qui a été créée au sein de Molotov. Molotov qui existe depuis 2016. Nous, on existe depuis un peu moins d'1 an. À côté, évidemment, du revenu par abonnement, on a décidé de monétiser la plateforme très récemment. Voilà, et je suis en charge de cette mise en place de la monétisation en tant que patronne de la régie publicitaire, petite régie publicitaire. Olivier, pour Synamedia. Bonjour, donc Olivier Bastard, je suis en charge des ventes IMIA chez Synamedia. Donc Synamedia, on est une entreprise qui est dédiée à l'OTT et au broadcast. Donc, dans le domaine du broadcast, on est fournisseur de solutions de publicité interactive, de data analytics qui sont disponibles en mode SaaS, qui sont nativement en cloud. Et on a aussi une expertise en termes de cybersécurité, d'anti-piratage des contenus vidéo, de plateformes OTT, de distribution de vidéos. Et en fait, tout ce qui part de l'encodage de vidéos, player, en passant par le CDN, et notamment une expertise sur la faible latence qui est importante en OTT. Et donc, dans ce cadre-là, on fournit, dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de 2 solutions qui s'appellent Iris et Clarissa, qui sont nos solutions de publicité adressée cross-plateforme entre le linéaire et l'OTT, et qui permet d'adresser l'ensemble des devices avec des gestions de campagne uniques. Et puis Clarissa, qui est notre solution de data analytics, qui va permettre de mieux mesurer les audiences et aussi de mieux segmenter les clients en utilisant les bases de données disponibles chez l'opérateur. D'accord, donc on rentrera dans le détail de ces aspects techniques pendant la discussion. Et enfin, Pierre-Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre-Emmanuel Ferrand, je suis en charge du digital pour Canal+. Donc, nous, nos enjeux sont triples. Le premier enjeu, c'est développer tout ce qui va être considération autour de nos programmes et de nos marques chaînes sur l'ensemble des plateformes digitales et sociales, afin ensuite de faire découvrir nos offres et nos contenus sur notre propre plateforme, donc MyCanal. Puis ensuite, de déployer la meilleure expérience possible et la meilleure animation possible des contenus pour faire que MyCanal s'ancre dans le quotidien en fait, de nos utilisateurs comme une plateforme compagnon sur la vidéo. Voilà, donc voilà nos 3 enjeux. Et dans ce cadre-là, effectivement, la plateforme MyCanal propose, ce n'est pas son cœur d'activité, mais propose en fait des features dédiés à la publicité pour un certain nombre d'acteurs, mais on le détaillera tout à l'heure. Alors, détaillons-le maintenant. Rentrons dans le cœur du sujet, les produits publicitaires, la monétisation des contenus. Aujourd'hui, sur les plateformes OTT comme MyCanal, quels sont les produits publicitaires qui peuvent être monétisés, les contenus vidéo qui peuvent être monétisés? Alors aujourd'hui, sur MyCanal, on a bien évidemment l'offre publicitaire, elle privilégie très largement la vidéo par rapport aux autres formats, puisque c'est nous sommes une plateforme de destination vidéo. Donc en premier lieu, les contenus commercialisés sont les contenus de nos chaînes gratuites, de celles du groupe, donc C8, C-Star, CNews et Leclerc de Canal+.
mais nous avons également des inventaires qu'on appelle ultra premium sur certains de nos contenus, ce qu'on appelle nos contenus pay TV, donc des contenus qui sont derrière l'abonnement Canal+. Et donc ça, c'est sur la partie, on va dire, opérée par la régie Canal+. Et puis, pour certains de nos éditeurs partenaires, nous leur donnons la possibilité de commercialiser des inventaires sur leur propre chaîne linéaire ou sur certains de leurs replays. Mais en gardant en tête un enjeu qui est clé pour nous, c'est que la plateforme travaille et nous œuvrons pour avoir une expérience vidéo qui soit state of the art pour nos utilisateurs, d'autant plus qu'une bonne partie d'entre eux payent un abonnement pour pouvoir consommer ces contenus-là. Donc, on se doit de leur proposer, que ce soit nos abonnés, mais aussi à nos prospects non abonnés, une expérience publicitaire qui soit à forte valeur, à la fois pour nos utilisateurs, bien évidemment, mais aussi pour nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on sécurise dans tous les cas une chorégraphie publicitaire qui préserve l'expérience et fait émerger la marque annonceur, puisqu'on n'a pas de skip, par exemple, sur notre plateforme. C'est que de la publicité sans skip, ce qui nous garantit, compte tenu de ce que l'on peut proposer à nos partenaires, de la viewability à plus de 90% sur notamment les espaces publicitaires. Donc, voilà globalement la proposition que nous offrons sur la plateforme MyCanal. Donc, une relation directe avec une partie des annonceurs et une partie des contenus qui est monétisée. Exactement. D'accord. Béatrice, je me tourne vers vous. Sur Molotov, c'est un peu différent. Plus de contenus sont monétisés. Alors, non, sur Molotov, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que, évidemment, la plateforme, au départ, quand elle est née en 2016, c'était la naissance un peu de l'OTT en France, qui rassemblait tous les usages de la vidéo, du live, du replay, de la SVOD, etc. On n'était pas parti pour une monétisation publicitaire au départ. Le modèle est un modèle effectivement par abonnement. Depuis très peu de temps, basé sur les modèles qui existaient aux États-Unis, notamment le modèle de l'AVOD, Advertising Video on Demand, qui est différent du replay, parce que le replay, c'est plutôt du replay de broadcaster. Là, il s'agissait de proposer avec une nouvelle chaîne qui s'appelle Mango, abritée à l'intérieur de l'environnement logué de Molotov, de proposer à nos utilisateurs des contenus vidéo, films, séries, documentaires, kids, gratuitement, en contrepartie d'une publicité bien maîtrisée. Donc, cette chaîne, elle est abritée à l'intérieur de Mango. Ça a été le démarrage de la monétisation, cette chaîne d'AVOD. Mais on ne fait pas que sur notre plateforme OTT, que de la vidéo sur Mango en stream, mais on a aussi mis en place sur la plateforme elle-même, sur la home et sur des tas d'autres pages, des formats display et aussi des formats interstitiels mobiles. Notre objectif aussi, c'est comme le dit Pierre-Emmanuel, c'est aussi de préserver nos utilisateurs. Donc, c'est effectivement en même temps faire émerger l'annonceur et en même temps, sur la partie AVOD, de faire attention à ne pas avoir trop de publicité et de gaver un maximum d'écran en publicité et d'être de maîtriser parfaitement. Donc, on est dans un environnement sur cette chaîne d'AVOD parfaitement brand safe, effectivement, comme Pierre-Emmanuel, totalement non skippable, avec une maîtrise du temps. Ça, c'est très, très important. Après, on parlera un peu des caractéristiques peut-être de notre offre vis-à-vis des annonceurs, de ce qu'elle apporte en plus, parce qu'elle est effectivement très jeune. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un environnement full log, totalement logué. D'autres plateformes que la nôtre en OTT se sont lancées récemment et n'ont pas choisi d'utiliser un environnement logué. Ils sont en always on, en player, always on, etc. Donc, ça ne permet pas de connaître bien les utilisateurs. Nous les connaissons, comme MyCanal, évidemment, parfaitement bien. Oui, on reviendra sur cet aspect pour notamment le ciblage. Et puis, on a l'intention d'évoluer aussi sur cette chaîne. Cette chaîne, on l'appelle la chaîne, mais elle se décline en plusieurs offres. Mango série, Mango film, Mango docu, Mango kids. Et on fera une chaîne Always On dans les prochaines semaines aussi. D'accord. Si on reste une seconde sur les produits qui sont à disposition des plateformes OTT pour commercialiser des espaces publicitaires, Olivier, de votre côté, pour Synamedia, quelle gamme de produits est travaillée avec les clients en télévision linéaire et en OTT plus spécifiquement?
Alors en fait, c'est totalement au choix de nos clients. En fait, nous, on offre la possibilité de le faire sur du linéaire en OTT, bien sûr aussi sur du linéaire en broadcast, en replay, à la demande, hein, et même d'ailleurs sur le disque dur ou sur le cloud PVR. En fait, je vais citer quelques exemples peut-être. On travaille avec AdSmart depuis la création avec Sky depuis la création d'AdSmart. On a développé la solution avec eux. Et en fait, si on regarde les exemples au Royaume-Uni, on arrive avec la capacité à aller chercher de nouveaux annonceurs avec de la localisation. Bon, tout ça, on va y venir, mais on a des chiffres qui sont très intéressants, avec notamment la capacité à aller chercher 75% de nouveaux annonceurs, qui est indiqué par Sky pour AdSmart, et beaucoup de nouvelles entreprises qui ont utilisé cette solution. On lance aussi, cette fois-ci en Asie, une solution qui intègre des campagnes sur l'ensemble de l'offre de l'opérateur. Donc, l'opérateur est un peu comme Canal+, a des chaînes et une opération satellite, et une opération IPTV et une opération OTT. Et on est en mesure d'avoir une solution qui permet d'avoir des campagnes unifiées sur l'ensemble de ces éléments, qui peut être d'ailleurs une prochaine étape sur le marché français. J'ai entendu ça ce matin pendant les conférences, hein, que c'était un axe intéressant. Alors, on se place depuis le début sur le point de vue des plateformes et la publicité comme moyen de financer la création, la diffusion de contenu. Maintenant, si on se place du point de vue des annonceurs, quels sont les avantages de l'OTT? Qu'est-ce qui peut les attirer vers l'OTT par rapport à la publicité traditionnelle en télévision? Béatrice. Alors déjà, pour ce qui nous concerne, on est dans un environnement jeune. On a près de 70% de notre audience qui a moins de 50 ans. Donc, si on devait comparer à la télévision linéaire, je ne fais pas de dessin, je ne vais pas taper sur la télévision linéaire, mais on sait qu'elle vieillit, on sait qu'elle est en train de faire sa mutation. Donc, c'est intéressant. Évidemment, ça nous permet de penser, et on est en train avec notre data et un tiers, de mesurer que ça touche forcément des petits consommateurs télé. Et donc, ça permettrait un incrément de couverture, ce fameux Graal d'incrément de couverture bien recherché par les annonceurs. On est aussi dans un environnement, je l'ai dit tout à l'heure, mais totalement brand safe. Évidemment, on n'est pas sur un environnement qui mélange à la fois des éditeurs de contenu et des UGC. Et donc, c'est un environnement totalement brand safe. Avec aussi, et ça c'est important, il n'y a pas de temps de latence. Le système que nous avons choisi, qui est un système Server-Side Ad Insertion en SSAI, permet sur l'OTT, sur notre partie en tout cas, de ne pas avoir de temps de latence pour lancer les publicités. Elle est vraiment très intégrée, ça ne roule pas, comme on peut voir sur certaines technologies, ça ne roule pas pour attendre. Voilà, ça c'est quand même très important. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour notre part, une pression publicitaire très maîtrisée, permettant cette émergence de l'annonceur. Et last but not least, évidemment, un ciblage par la data. Évidemment, de la data socio-démo, ça va sans dire. La data de géolocalisation, ça va sans dire aussi. Mais surtout, de la data affinitaire, puisque, évidemment, grâce à la plateforme Molotov aussi, pour rentrer dans Mango, on sait aller toucher les gens qui sont appétents à des émissions de cuisine, les gens qui sont appétents au sport, par exemple. Et donc, proposer à l'annonceur d'aller toucher ce type de cible et rejoindre par là même un ciblage plus fin qu'ils espèrent avec ce genre de plateforme. Donc, voilà les avantages que j'y vois. Donc, c'est vraiment un contrat publicitaire de grande qualité. Quelle est la typologie des annonceurs qui travaillent avec Molotov aujourd'hui? Alors, on a une typologie très, très variée. Ça va du transport, des voitures, en passant par les banques, en passant par les retailers, pas mal d'annonceurs à réseau. Mais on a aussi des annonceurs, puisqu'on travaille aussi, on a une régie en direct, mais aussi on travaille avec des SSP, notamment avec Freewheel, mais aussi Magnite, Xander, etc. On a aussi des annonceurs comme des annonceurs de restauration rapide, du food, des assurances, des boissons, etc., etc. Donc, on a vraiment pas de frein à la typologie d'annonceurs.
Voilà. Donc, et ce qui est intéressant aussi pour nous, en tout cas qui nous lançons, qui évidemment nous ne comparons pas une régie comme Canal, pour le moment en tout cas, qui nous lançons, nous avons des bons échos puisque les campagnes faites au premier semestre reviennent au deuxième semestre. Nous avons bonnes, des bonnes visibilités pour 2022 sur l'appétence. Alors, il a fallu évangéliser le marché, c'est une nouvelle offre, etc. etc. Mais ça arrive et la data, effectivement, et les petits consommateurs télé et le public plus jeune intéressent fortement. Alors justement, du côté de Canal+, quels sont les arguments qui convainquent les annonceurs? Bah, je ne vais pas faire de la redite parce que bon nombre d'arguments qu'évoquait Béatrice sont aussi des arguments qu'on utilise dans l'écosystème MyCanal, qui est le côté brand safe, le côté contextuel effectivement du contenu, la diversité du contenu, la capacité de ciblage. Nous, on a en fait le footprint de MyCanal est très multiplateforme. On est sur les téléconnectés, sur les plateformes, sur les consoles de jeux, mais aussi sur des décodeurs plus traditionnels, on va dire. Donc, du coup, on a cet enjeu en fait, d'aller toucher différents types de publics. Certains utilisateurs viennent pour du second écran. Donc, effectivement, ça sera plutôt un public un peu plus mûr, plus âgé. Plus proche de la consommation télé un peu plus habituelle. Et puis, on a une part très rapidement grandissante d'utilisateurs et d'abonnés qui sont des utilisateurs premier écran au travers de MyCanal, pour lequel il n'y a pas de décodeur à la maison ou d'autres types d'accès au contenu. Et c'est d'autant plus vrai que quand on a une marque comme TPMP, par exemple, qui est leader sur les 18-24, MyCanal étant la plateforme pour venir consommer en fait tout l'écosystème de TPMP, on a un gros flot de public jeune qui vient au travers de ce type de contenu-là. Donc, on a vraiment différents types de contenus et donc, du coup, différents types d'utilisateurs de la plateforme qui nous permet d'avoir un panorama assez large d'annonceurs. Parallèlement et en complément, on propose aussi beaucoup de ventes croisées avec nos inventaires d'antennes dans une logique d'extension d'audience par rapport à l'antenne au travers d'offres comme Sponsor Plus, en fait, pour permettre justement à certains annonceurs d'aller toucher à la fois le public proche d'une consommation télévision en linéaire et le public qui est 100% maintenant dans la maîtrise de sa consommation et qui n'attendra pas qu'une série passe en linéaire sur Canal et se fera la série en binge sur MyCanal dans les 48 heures post-publication de la série. Donc, on essaie de toucher, grâce à ces outils-là, plusieurs typologies de publics. Et par ailleurs, nos offres vont même au-delà en fait, de l'antenne et de notre propre plateforme, puisqu'on a toute une offre d'extension d'audience sur nos chaînes, sur les autres plateformes vidéo gratuites, que ce soit Dailymotion ou YouTube, sur nos contenus phares pour permettre encore à nos annonceurs d'aller toucher un public encore complémentaire. Comme le disait Béatrice, il y a de la complémentarité en fait, d'utilisateurs sur les plateformes. Vous allez toucher des gens qui ne regardent pas la télé au travers de plateformes OTT et vous allez toucher au travers de certaines plateformes vidéo des gens qui ne consomment ni des plateformes OTT, en tout cas qui proposent du contenu avec publicité, ni la télévision classique. Donc, voilà, c'est une addition en fait, de public et les offres visent à toucher ces différents publics-là là où elles consomment. Attardons-nous sur le public, justement. Le grand atout, l'atout crucial de la publicité digitale sur les plateformes de streaming vient de la possibilité de collecter un large éventail de données, d'utilisation, et d'être en mesure de proposer des publicités qui sont ciblées précisément par rapport à d'autres médias, même si on a vu que pour la télévision, ça progresse aussi. Donc, Olivier, est-ce que, du point de vue technique, vous pouvez nous donner un aperçu des différentes opportunités de ciblage qui sont disponibles dans l'environnement digital? Oui, alors je pense que aussi mes collègues pourront le faire, mais en termes de segmentation, on arrive à une segmentation beaucoup plus fine, hein, puisque donc on a parlé de la géolocalisation, des affinités, etc. Donc les possibilités de ciblage sont infinies en fait, puisqu'on peut aussi même aller plus loin et générer avec du machine learning et de l'intelligence artificielle des profils qui sont basés sur la consommation, les usages de la télévision. Donc en fait, avec toutes
toutes les datas que l'on peut récupérer sur les plateformes de télé aujourd'hui, on peut aller plus loin et on peut prévoir en fait ce qu'on va pouvoir offrir plus tard aux annonceurs en termes de segmentation. Mais aujourd'hui, déjà avec ce qui est disponible, on constate, notamment avec l'exemple encore de AdSmart chez Sky, qu'on a plus 49% de ad recall chez les utilisateurs de publicité ciblée par rapport à la publicité linéaire. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui permettent de prouver que cette segmentation apporte un ROI positif aux annonceurs. D'accord. Et le deuxième élément, c'est la mesure d'impact. En fait, on est loin des mesures statistiques de la publicité linéaire, puisqu'on est capable de mesurer l'ensemble du retour et de l'impact des campagnes. Donc, en fait, nous, d'un point de vue technique, ce que l'on va faire, c'est qu'on offre des outils qui permettent de générer très facilement les campagnes, de segmenter ces utilisateurs, d'importer les bases de données utilisateurs de nos clients et de générer les campagnes et de s'interfacer ensuite avec les annonceurs. D'accord. Pierre-Emmanuel, pour Canal+, quelles sont aujourd'hui les segmentations qui sont disponibles, qui sont utilisées et quelles sont celles qui génèrent le plus d'intérêt de la part des annonceurs? Le premier métier chez Canal, c'est de proposer des contenus par abonnement. Et donc, du coup, notre premier enjeu, ça a été, quand on a commencé à travailler sur les logiques de data, c'était de se dire, avec les datas d'usage de nos utilisateurs, comment on peut les rapprocher des contenus qu'ils aiment. Donc, vous avez les logiques de moteur de recommandation, plein de logiques de features, mais vous avez aussi la logique de la bande-annonce. Et je sais que Sky, vous parliez de Sky tout à l'heure, Olivier, le Sky AdSmart a d'abord été développé par Sky pour cet enjeu-là, avant d'abord de développer l'enjeu publicitaire. C'était des enjeux de rétention et de développement de l'usage de leurs utilisateurs. Donc, on a un certain nombre de segments spécifiques qui servent d'abord à Canal+, pour nous-mêmes piloter en fait nos capacités en fait de relance de nos utilisateurs, soit pour de l'usage, soit pour de la rétention d'abonnés. Et puis en fait, cet usage très engagé en fait de nos utilisateurs sur la plateforme nous permet donc d'avoir une masse de data first party qu'on met aussi à disposition de nos annonceurs selon certaines conditions, pour qu'ils puissent effectivement avoir une finesse de ciblage optimisée. Donc, vous pouvez aller toucher des fans de golf, des fans de F1, des abonnés à certaines offres type Disney+ ou Netflix, des possesseurs d'Apple TV. Donc, vous avez cette capacité-là en fait, de ciblage qui crée de la valeur pour l'annonceur, qui nous permet de maîtriser davantage la pression sur notre public pour s'assurer que ce sont les bons contacts qui sont touchés. Et l'opportunité que nous offrons aussi, c'est d'avoir ce ciblage-là sur les différents types de devices sur lesquels les utilisateurs vont. On a plus de 4 devices utilisés chaque mois par foyer sur MyCanal, donc ce qui est très important par rapport aux normes du marché. Et en plus, ça nous permet de construire ces mêmes segments-là qu'on pourra demain déployer dans le cadre de la télé segmentée, puisque c'est comme je le disais, des data first party qu'on a la capacité après à déployer sur différents types de plateformes. Et tout ça se fait sur un mode de transaction programmatique ou plutôt côté vente directe? Alors, on est plutôt sur la vente directe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 limites que l'on voit nous, au programmatique sur compte tenu de notre position sur le marché. C'est que les publicités digitales diffusées autour de contenu TV, elles doivent être au préalable avoir le visa ARPP. On a de gros enjeux là-dessus. Et donc, du coup, ce n'est pas toujours disponible sur les outils programmatiques. Donc, il y a des projets en ce sens, mais plutôt pour 2022. Donc, pour le coup, nous, aujourd'hui, c'est un frein au développement du programmatique. Et tout l'aspect qualité de publicité, préserver une expérience premium, parfois, en fait, est challengé par tout ce qui va être l'achat en RTB. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est très prudent sur le programmatique et on préfère privilégier la transaction en vente directe, qui est aussi ce qui se pratique en télé. Donc, du coup, voilà, ça nous permet d'avoir cette extension-là. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur des logiques de vente directe. D'avoir plus de contrôle. Exactement. D'accord. Béatrice, en termes de ciblage, quels sont aujourd'hui les enjeux pour Molotov? Est-ce que vous pouvez être aussi précis que ce que nous disons? Ça reprend quand même pas mal ce que fait Pierre-Emmanuel. On a à peu près le même métier, c'est qu'on n'est pas producteur de contenu. Pour le moment, on est agrégateur
de contenu et d'usage de la vidéo, puisqu'on a tous les usages de la vidéo qui sont rassemblés sur une même plateforme OTT. Donc, évidemment, on a une connaissance très bonne de nos utilisateurs, avant même, évidemment, que la publicité soit lancée. Bien sûr, comme le dit Pierre-Emmanuel, on avait des enjeux à la fois de conquête et de voir un peu ce qu'il allait et de rétention, évidemment. Donc, cette connaissance de la base de nos utilisateurs nous est utile pour adresser après les bonnes publicités aux bonnes personnes au bon moment. Et effectivement, en termes de ciblage, on a ce tropisme, je dirais, vers les jeunes, parce qu'elle est jeune, cette plateforme OTT, c'est une alternance, je dirais, finalement aux box, puisqu'on n'a pas besoin d'une box pour regarder la télévision grâce à Molotov. Et donc, les jeunes s'en sont saisis assez rapidement. Donc, en termes de ciblage au départ, c'est vrai qu'on est intéressant parce qu'on est assez jeune, mais on a aussi tous ces ciblages affinitaires, contextuels. On peut travailler sur du contexte très particulier, on peut aller choisir des choses très particulières. Et à l'intérieur de Molotov, évidemment, pour le display et l'interstitiel, c'est exactement de la même façon que pour l'InStream. Voilà, je pense que Pierre-Emmanuel a été assez complet sur ces points-là. On travaille, je pense, à peu près dans le même sens, si ce n'est que, pour le moment en tout cas, nous ne créons pas de contenu et que donc ça n'influence pas, évidemment, la data n'influence pas la création de contenu. Je voudrais juste rajouter que notre data, c'est évidemment une data first party, mais qu'elle peut tout à fait être associée via LiveRamp à une data tierce et qu'on peut tout à fait aller travailler des connexions de data avec des annonceurs qui auraient de la data et retrouver en onboarding les mêmes sur notre plateforme d'audience. Donc, voilà, on est en train d'avancer beaucoup sur ces sujets-là. C'est normal parce qu'on commence à avoir une grosse connaissance et une grosse place sur le marché français, sur le TP. Sur le programmatique, vous êtes aussi plutôt prudent. Alors, sur le programmatique, c'est un peu différent. Merci de nous rappeler cette question. C'est un peu différent. Voilà, nous sommes arrivés il y a un peu moins d'1 an. C'est une régie nouvelle qui se crée. Et au départ, on s'est appuyé, non pas, là je rejoins tout à fait Pierre-Emmanuel, non pas sur du RTB pur et dur et sauvage, mais sur des partenaires qui ont l'habitude, comme FreeWheel, de maîtriser ces aspects-là et qui nous donnent des publicités de bonne qualité. En gré à gré, évidemment, nous devons très attention. Nous demandons, même à FreeWheel, etc., d'avoir les autorisations RTP. C'est très important. Et nous avons aussi, à la fois pour la partie in-stream comme pour la partie display, nous avons des blacklists. Nous faisons très attention à protéger, par exemple, la langue française, pas de choses qui viennent sauvagement de pays voisins. Nous faisons attention à protéger, à respecter évidemment toutes les règles en vigueur, sur la partie display notamment, très important pour la rétention aussi et pour ne pas choquer. D'ailleurs, comme c'est une plateforme qui n'était pas du tout publicitaire, on aurait pu s'attendre à des réactions vives sur Twitter, etc., ou sur les réseaux. Nous n'en avons quasiment jamais eu. Ça veut dire que quand même, nous avons très bien intégré la publicité et nous faisons, et je fais avec mes équipes particulièrement attention à la qualité publicitaire qui nous est proposée. C'est clair. Donc, une question… Programmatique, oui, pour nous, pour l'instant, pas mal, mais le gré à gré aussi. D'accord. La question qui se pose quand on collecte autant de données sur les utilisateurs, une question réglementaire qui est soulevée. On en fait l'expérience au quotidien, l'utilisation de données personnelles ne se fait pas automatiquement. De ce point de vue-là, quels sont les défis qui sont rencontrés, Pierre-Emmanuel ? Le principal défi, c'est d'adapter en fait on va dire nos orchestrations sur la data et nos orchestrations de les modifier sur nos différentes plateformes. Comme je vous ai dit, on est présent sur beaucoup de typologies de devices. Donc, c'est un enjeu en fait, pour nous de suivre en fait, les évolutions de la norme, que ce soit GDPR ou QCS 2.0. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est que beaucoup d'éléments sont déjà intégrés dans nos conditions générales de vente et d'abonnement pour nos abonnés. Donc, on a été toujours très respectueux sur ces logiques-là.
parfois même trop. Et donc, du coup, on est vraiment dans cette logique où il faut qu'on accompagne sur l'ensemble de nos devices, cette orchestration data plus particulière, donc avec des impacts techniques liés à la data d'un point de vue réglementaire. D'accord. Et justement, d'un point de vue technique, D'un point de vue technique, là pour le coup, et Olivier en parlait tout à l'heure, un des gros enjeux, et même Béatrice en parlait, un des gros enjeux en fait sur la publicité en OTT, c'est la fluidité en fait de l'expérience publicitaire. Nous, on a un gros enjeu sur la fluidité et la pertinence. Donc la pertinence, vous en avez parlé avec le ciblage. La fluidité, c'est quelle est la vitesse d'exécution et d'apparition en fait du lancement de la vidéo, s'assurer que ça, en général, c'est du pré-roll, donc vous avez un problème quand votre pré-roll bloque le lancement de la vidéo quelque part qui suit et que l'utilisateur est venu voir. Et c'est un enjeu aussi de vitesse d'exécution lorsqu'on a des logiques data decisioning et lorsqu'on a des enjeux de synchronisation, puisque nous, on fait de l'ad switching sur la plateforme, et c'est quelque chose qui est en très fort développement pour nous, puisqu'on a beaucoup de chaînes en live sur la plateforme. Et donc là, vous avez des enjeux de synchronisation très importants pour que justement l'ad switching est réussi quand l'utilisateur voit le moins possible que ça a été à switcher. Donc voilà, nos principaux enjeux, c'est le délai de lancement de la vidéo et la decisioning et la switching aujourd'hui. D'accord. Donc, je me tourne vers vous, Olivier. Quels sont les outils à disposition des plateformes OTT justement pour résoudre ces défis, ces contraintes techniques? Oui, bah alors comme Pierre-Emmanuel le dit, les contraintes de rapidité d'exécution, ça c'est réglé essentiellement avec le cloud et avec la scalabilité des plateformes, l'élasticité. Donc en fait, on a des plateformes qui vont être capables de monter en charge très rapidement et de suivre l'utilisation de la télévision, parce on va avoir des pics de charge le soir au moment où tout le monde regarde sa télé. Donc là, voilà, ce sont des choses maintenant qu'on sait très bien travailler avec les fournisseurs de cloud pour précharger le cloud avec les services. Un deuxième élément, c'est aussi… Au moment des matchs de foot, d'ailleurs. Ça se voit pas mal au moment des matchs de foot. Les pics, nous, on les voit très clairement et on est toujours très attentif au fait que la plateforme ne pète pas et elle tient très solidement. Oui, et le deuxième point, c'est aussi… c'est être capable d'avoir comme vous le disiez tous les deux, alors, sur le multi-écran, on a tous les écrans disponibles de la Xbox à la télé connectée, au mobile, toutes les versions, etc. Et il faut être capable d'avoir le bon contenu avec les bons codecs, le bon bitrate, tous les éléments techniques en fait qui permettent de s'assurer que le contenu va être joué correctement avec la bonne qualité sur l'écran dédié. Donc là aussi, il y a tout un travail de test à faire au préalable pour s'en assurer. Et c'est plutôt plus facile quand on est en mode direct sales que quand on est en mode programmatique, puisque bien sûr, là, ça va s'effectuer à l'instant où la pub va être jouée. Et puis le dernier élément, c'est de s'assurer que les marqueurs sont bien implémentés. Par exemple, quand on parle de l'ad switching, on va remplacer sur une coupure pub, on va remplacer un spot ou plusieurs avec un autre. Donc, il faut bien sûr qu'ils aient été formatés à la bonne durée pour que ça ne se voit pas. Donc, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il y a eu beaucoup d'expériences dans le passé où ça a été implémenté sur du broadcast et où maintenant, c'est tout à fait aussi opérationnel sur de l'ETT. D'accord. Et au niveau du reporting donc de ces campagnes, est-ce qu'on peut imaginer un reporting qui prendrait en compte l'ensemble des campagnes d'un point de vue technique, Olivier? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, bon, il faut être capable d'interfacer l'ensemble des campagnes, mais nous, ce qu'on propose, c'est justement un système qui permet cela et qui permet de générer l'ensemble des campagnes depuis une seule interface. D'accord. Donc, en termes de reporting, vous voulez dire, Saïva, est-ce que nous, on a une vision totalement holistique sur l'ensemble des devices? On a les impressions qui arrivent de l'ensemble des devices et qui sont cumulées. Vous tenez à dire aussi que quand on a un environnement logué aussi, c'est intéressant aussi pour les annonceurs, c'est que sur l'aspect du reporting, au lieu d'aller regarder device par device qui est fait, ou le capping par device,
la répétition, comme on dit en télévision. Là, on rentre par le user et on peut le caper directement lui et lui pousser le nombre de messages qu'on veut lui pousser, quel que soit le device par lequel il entre pour regarder son contenu. Et ça permet un reporting global multi-device. Et ça, je dirais que c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment quand même un peu le meilleur des deux mondes. Enfin, le couple dont on parle, c'est le meilleur des deux mondes de toute façon. Mais ça, c'est particulièrement intéressant pour un annonceur de se dire, au lieu d'avoir en silo ma campagne digitale, ma campagne télé, ma campagne, etc., là, on a une vision vraiment par l'entrée de l'utilisateur. D'accord. Et justement, sur le multi-écran, sur l'allocation des budgets publicitaires sur les différentes devices, quelle est la place aujourd'hui de l'écran télé, donc des télévisions connectées? La télévision connectée, la télévision connectée, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle la télévision connectée. Hein. La télévision connectée, c'est le pouvoir regarder à travers un grand écran via des dongles, via l'écran lui-même, via l'IPTV, via des tas de possibilités. La télévision, donc c'est regarder la télévision sur un grand écran, quelle que soit la manière de connecter cet écran, même s'il est connecté lui-même. Nous, on vend aujourd'hui sans différencier pour le moment la CTV des autres usages de Mango ou de Molotov. Néanmoins, on pourrait très bien faire un pack purement CTV si on le voulait, parce que justement, à l'intérieur de notre watch time sur Molotov, plus des 2/3, 70% du watch time est fait sur le grand écran. Sur Mango, c'est un peu moins, mais pas tellement moins, mais sur Molotov, c'est 70%. Donc, on pourrait très bien imaginer zoomer évidemment sur la CTV. Mais aujourd'hui, comme on est une régie naissante, etc., je m'emploie à vendre ça de manière vraiment holistique sur l'ensemble des devices, parce que en fait, je me dis que c'est pas mal pour un annonceur, comme je disais, pour un annonceur, que son client final puisse être touché, quel que soit le device qu'il a en main, à portée de lui, sur le desktop, etc. Et qu'on puisse justement à ce moment-là lui passer les bons messages et le caper aussi. Donc voilà, pour l'instant, pas d'offre pure CTV, mais bientôt. Pierre-Emmanuel, comment ça se passe pour Canal+? Nous, aujourd'hui, on a une commercialisation qui est au CPM et aujourd'hui, la plupart de nos tarifs sont les mêmes, quel que soit l'écran. Cependant, on a des clients en fait, qui nous demandent d'exclure des devices ou d'être plus particulièrement présents sur certains devices. Donc, on a des majorations et on peut appliquer en fait, ce type de ciblage-là. Mais effectivement, pour l'instant, ce n'est pas encore la majorité des demandes. Et la variation des prix est plutôt sur de l'activation de ciblage data ou des choix d'emplacement préférentiel ou les formats de spot que le fait de cibler telle ou telle typologie de device, et en particulier écran de télé ou pas écran de télé. Oui, pareil pour nous. Si on s'attarde une seconde sur les prix, comment peut-on qualifier aujourd'hui la tarification des plateformes OTT dans l'écosystème vidéo, télévision? Comment la tarification est-elle située par rapport à la télévision linéaire ou aux plateformes de vidéo en ligne et aux autres types de distributeurs de vidéos? Béatrice? Alors, déjà, comme le disait Pierre-Emmanuel, c'est une tarification au CPM et non pas au coût du GRP comme ça se fait en télévision, ce qui revient au même finalement, mais bon, c'est une autre façon de prononcer le KPI, ça revient peut-être au même. En France, la télévision linéaire est trop bon marché. Et donc, c'est vrai que les plateformes, les replays des chaînes sont plus chers que la télévision linéaire. Et nous, parce que nous sommes aussi différents, parce que c'est un public plus jeune, parce que c'est un environnement logué, c'est des ciblages, on en a parlé longtemps, des ciblages affinitaires, etc., un CPM plus élevé. Je dirais qu'il y a une sorte d'échelle des valeurs et que nous sommes plus chers que le replay aujourd'hui pour les raisons qu'on a évoquées et toute la qualité intrinsèque à l'environnement qu'on propose et au traitement de la publicité avec les SSII, le temps de latence qui sont nuls, il n'y a pas de temps de latence, etc., etc. Et puis des taux de complétion aussi
particulièrement fort. C'est-à-dire que Pierre-Emmanuel citait 90%, nous en mid-roll, on est presque autour de 100% taux de complétion. Donc, en moyenne, nos taux de complétion sont entre le pré-roll et le mid-roll autour de 95%. Donc, on propose quand même un environnement de qualité et donc ciblé. Et donc, ce qui est de qualité est cher, en fait, est rare et cher. Pierre-Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je rejoins ce que disait Béatrice. Nous, comme le disait Béatrice, on a le sentiment que les plateformes OTT allient le meilleur des mondes. C'est-à-dire que vous allez avoir un public engagé, c'est-à-dire que les gens sur ce type de plateforme-là passent du temps. Donc, vous avez une bonne connaissance de ce qu'ils aiment. Donc, vous avez une qualité de data qui a forte valeur. En parallèle, vous allez avoir la capacité à aller toucher sur différentes typologies de devices tout au long de la journée et avec cette capacité d'être dans un environnement safe, contextuel. Et nous, effectivement, la particularité qu'on a, c'est qu'on a notre propre contenu à forte valeur d'attractivité pour les utilisateurs. Donc, le mix fait qu'effectivement, on a des tarifs qui sont des tarifs premium si on compare par rapport à la télé, si on compare par rapport au replay et même si on compare par rapport aux offres les plus chères en fait, des plateformes vidéo existantes. D'accord, alors on arrive petit à petit à la fin. Juste pour dire, par exemple, vous parlez du temps consacré, je vais donner un chiffre quand même. Molotov, les gens consomment par jour 2h45 la télévision à l'intérieur de Molotov, enfin la vidéo à l'intérieur de Molotov, pardon pour nos télévisions qui générique, à l'intérieur de Molotov. Donc, comme le dit Pierre-Emmanuel, forcément, on a un public engagé et ça, c'est très important. Et je voudrais ajouter aussi que la valeur de la publicité ciblée sur des plateformes OTT où toutes les datas sont disponibles, comme Molotov et MyCanal, est forcément plus grande puisqu'on est capable de cibler les segments que les annonceurs recherchent de manière bien plus précise. Et en plus, on continue à évoluer, c'est-à-dire qu'on peut créer des nouveaux segments, on peut aller plus loin, on peut travailler directement avec les annonceurs pour créer les segments qui les intéressent. Et ça, on n'est qu'au début. Ensuite, il faut aussi voir que l'OTT est en pleine croissance. C'est pas qu'en France, mais mondialement. Et notamment, d'ailleurs, il y a un rattrapage qui est en train de se faire de l'AVOD sur le SVOD. Donc, on voit de plus en plus d'acteurs qui se lancent en AVOD, de plus en plus de croissance aussi de modèles mixtes. Donc, ça va continuer à croître. Aux États-Unis, l'AVOD a dépassé l'ASVOD depuis longtemps. En France, on mélange AVOD et replay. Il y a une étude qui a dit qu'on consacrait plus de temps à la VOD/replay qu'à la SVOD aujourd'hui. Donc oui, effectivement, et quand on voit des grands patrons français de grandes chaînes de télévision dire que le futur de la télévision, c'est la VOD et la SVOD, donc à travers sûrement les plateformes OTT, on a tout dit. Justement, je voulais conclure sur vos perspectives, sur l'évolution du marché et ce qu'on peut en attendre. Donc, on en a déjà une petite idée. Pierre-Emmanuel, comment vous voyez les choses évoluer sur le marché de l'OTT, sur la VOD, la SVOD? Nous, on a un rôle d'agrégateur qui est aujourd'hui assez unique puisque on va proposer en fait en AVOD l'intégralité de nos contenus, des contenus de nos chaînes, plus des contenus après spécifiques que l'on développe spécifiquement pour la plateforme. Ensuite, on a notre modèle, on va dire, de plateforme SVOD pour Canal+ série, par exemple. On a toute une offre de TVOD aussi sur la plateforme MyCanal. Donc, on est convaincu de ce qu'évoquait Béatrice, et de se dire qu'effectivement, demain, les plateformes OTT vont être l'équivalent de l'écran de télé des années 80. C'est-à-dire que c'est là où va se concentrer en fait le choix de consommation de divertissement, notamment vidéo. Et tout l'enjeu, ça va être de se dire quelle est la modalité en fait d'accès à ce contenu-là. Et nous, on a pris le parti de se dire on peut offrir toutes les modalités. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver des films sur MyCanal qui sont en TVOD ou alors qui sont proposés dans des offres par abonnement, et pourtant c'est le même film. Et quand vous tapez un film dans le moteur de recherche, il peut apparaître sur 2 éditeurs, sur la TVOD. Donc, cette mécanique-là, d'où l'importance de créer ce lien important avec l'utilisateur, ce qu'a bien réussi aussi Molotov, c'est-à-dire vous créez un
un lien avec votre utilisateur qui fait que vous devenez son compagnon sur ce type de service-là qui est la vidéo. Et ensuite, vous avez une capacité à créer de la valeur pour monétiser, soit en publicité et nous, principalement en abonnement ou en transactionnel. D'accord, on va conclure sur ces mots. C'était notre dernier panel. Merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir donné toutes ces informations. Je laisse la main à Béatrice Chambach de notre équipe événement pour clore la conférence d'aujourd'hui. Merci Saïva. Donc, nous sommes maintenant arrivés à la fin de la première édition de Next TV Ad France. Merci à nos sponsors Yahoo, Cinemedia et Bitmovie, les intervenants, les modératrices, ainsi que vous, les participants, pour votre contribution au succès de cet événement virtuel. Veuillez noter que les sessions à la demande seront disponibles dès demain sur notre site Next TV Ad France. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour la première édition de Next TV Ad CE and DAC. Et soyez prudents et au revoir à tous. Merci.